quand on revient dans la civilisation, on est vite nouveau confronté au temps qui passe, aux heures, à une horloge, à une montre, à un rendez-vous, à une chose qui disparaît complètement comme berger. Êtes-vous déjà parvenu à vous soustraire au temps, à vous en échapper, à oublier l'heure? Qu'avez-vous ressenti? À passer 40 ans, Dominique Pasquier a réalisé un rêve d'enfant. Il est devenu berger. Il a monté son exploitation de brebis laitières et a appris à faire son fromage. Par hasard et par passion, il est aussi devenu conteur et transmet aujourd'hui les histoires et légendes de la Gruyère, sa région natale. Il y ajoute ses propres récits. Aux côtés de son troupeau, il a ressenti une paix intérieure nouvelle. Le trouble d'une vie intemporelle a vite laissé place au plaisir de laisser les choses venir à soi et d'être dans le moment présent. Bienvenue dans la 4e dimension. Mon nom est Laure Gabu. Prochain arrêt, Bulle, gare Terminus. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Nächster Halt, Bulle, Endbahnhof. Alle aussteigen, bitte. Alors moi j'arrive vraiment devant la gare, il y a un rond-point avec un taureau sculpté au milieu du rond-point. Ok. Oui, c'est tout en travaux effectivement, mais Ah oui, je le vois, c'est bon. À tout de suite alors. Alors à côté. Bonjour. J'ai été tout droit du coup. Enchantée. Puisque chez les brebis là à présent. Oui. Et puis après on revient sur la bibliothèque. Parfait. Ils étaient tout de suite d'accord, la bibliothèque, je pense. Ouais, ils étaient tout à fait d'accord. Je suis tombée sur Madame Ruffieux. Ouais, on se connaît Très gentille. Puis elle m'a dit qu'en fait il n'y avait personne, donc si on était deux, ça posait pas de problème. Ah, joli. Et donc celle-ci? Waouh. Voilà. Ouais. Et ça, c'est la ferme de votre famille? Oui, c'est une ferme familiale depuis. Il y a des générations, c'était en fait de la famille de ma grand-maman paternelle. Elle doit dater d'environ début 1800, il y a juste une date sur le vieux fourneau. Mais c'était vraiment une petite fermette, elle a été agrandie, mais X fois, moi-même je l'ai même agrandie aussi après pour faire ma bergerie derrière. Donc après toute la partie du haut ici a été agrandie aussi, l'écurie était plus étroite, enfin voilà, il y avait plein de... Elle a été transformée au fur et à mesure des générations, quoi. Ok. Et donc elle va disparaître avec la mue du village de Beauterre. Ouais, elle va disparaître, effectivement. Ouais. Ah, c'est triste, quand même. Ouais. Et puis, en même temps, après, c'était tout un terrain à bâtir là autour. Faire pâturer des brebis sur du terrain à bâtir, ça venait quand même un petit peu du luxe. Il y avait aussi, quand même... Par rapport à mes frères et sœurs aussi, tout ça finalement, ça a été vendu, chacun a eu sa part. Et puis moi, ça me permet aussi de tourner une page. J'ai l'âge de la retraite à présent, puis quoi, ça m'a traversé l'esprit, dire que je fais quoi, je me mets une bonne clôture tout autour, puis je pensais au film La soupe aux choux avec les deux petits vieux Et puis c'est quand même aussi, je vois, il y a cette benne à 30 mètres cubes qui est bientôt pleine de choses qui se sont entassées avec des générations, puis il y a un moment, il faut s'alléger quoi avec l'âge. Non, c'est vrai, c'est sage. Il y a un ami qui a acheté un appartement là, juste un petit peu plus haut. Ils ont des belles terrasses, hein. Ouais. Alors, c'est magnifique. Il a acheté, il ne savait pas que c'était à côté de chez moi en fait. Et puis du coup, il m'a invité
un apéritif là-bas chez lui. Et puis c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Alors il y a vraiment il y a cette vue extraordinaire là depuis. Et puis des pièces très vastes, des belles grandes terrasses, des entrées de plein pied de côté, des abris pour les voitures. C'est bien conçu, quoi. Voilà. Là, effectivement, quand il fait beau, si vous venez jusque là, on voit juste le château de Gruyère en face, le Molaison en face. Non, c'est un coup d'œil assez génial, quoi, c'est sûr. Voilà, je vous parle des petites, on est dans la bergerie. les petites pluches. C'est beaucoup trop mignon. Les filles. Il y en a encore 2 autres, je ne sais pas où ils sont derrière là-bas. Alors comment ils s'appellent tous ces Alors, brebis? Alors il y a Ficelle, Fille d'Avril et Tricotine. Alors moi j'ai juste la Ficelle qui est à moi, puis les 2 autres sont une amie qui avait aussi envie d'avoir 1 ou 2 moutons de loisirs comme ça. Puis c'est bien d'être à 2 comme ça quand un a quelque chose, c'est l'autre qui vient s'en occuper. On n'en est pas esclave non plus, quoi. Non mais c'est bébé, on dirait les cartes postales que j'avais enfant, collées dans ma chambre. Oui, ils sont vraiment, c'est vrai qu'ils sont craquants, quoi. Alors voilà, à la fin, là, j'avais une 40aine de brebis laitières là-dedans, quoi. C'était l'installation que j'avais fait à l'époque pour mes brebis, quoi. Tu peux les enregistrer un petit moment? Oui. Est-ce qu'ils font bêle ou pas du tout? Mais c'est pas des bêtes qui bêlent beaucoup. c'est con, hein. Ça fait partie de leur qualité, elles sont assez silencieuses. Ces moutons, c'était vraiment c'était un rêve d'enfance que j'ai concrétisé il y a 45 ans, quoi. Comme celui de berger d'Esti aussi, ça aussi c'était un rêve d'enfance, puis j'ai dû attendre d'avoir 60 ans pour le concrétiser, mais il s'est concrétisé. On s'en prend plein les chaussures, hein. Voilà, peut-être pas trop entraîné. Ils sont allés à la bibliothèque. Ça m'a intrigué ce que vous avez dit tout à l'heure, que votre rêve c'était de devenir berger quand vous étiez enfant déjà, Oui, c'était vraiment et d'avoir des brebis. Oui, il y avait un voisin qui avait des moutons, puis j'allais de temps en temps chez lui, puis j'aimais cette ambiance, j'aimais le rôdeur, voilà, ça c'est des trucs comme ça qui restent dans un coin de la tête. Et puis après, il faut dire, il y a aussi une période quand je me suis séparé, divorcé, on avait tout liquidé l'exploitation, et puis très vite je me suis rendu compte que je ne me voyais pas travailler dans autre chose. Je me suis dit, c'est l'occasion de démarrer avec ces brebis laitières. C'était une période assez extraordinaire parce que j'étais financièrement complètement raide. Et puis il y a des copains qui m'ont sponsorisé mes premières brebis. J'avais la possibilité d'aller travailler comme surveillant au début au château de Gruyère, puis après comme animateur. Donc j'avais là quand même des petites rentrées d'argent qui se faisaient. Puis j'ai pu monter mon exploitation sans emprunter d'argent, ou des gens qui m'ont prêté un petit peu d'argent momentanément pour faire mon local de fabrication, par exemple, comme ça. Mais j'ai jamais besoin de passer par une banque qui m'aurait de toute façon jamais rien donné. Du moment où on est divorcé avec peu de revenus, financièrement c'est mort, quoi. Et puis finalement, j'ai pu me débrouiller. C'était une belle aventure, quoi. Et en même temps, vous réalisez un rêve. Et réaliser un rêve d'enfance en même temps. Quand j'étais tout jeune, je me rappelle, j'avais plusieurs fois essayé de convaincre mon père de louer un alpage. J'aimais la fabrication du fromage, c'est quelque chose qui m'avait toujours fait envie.
Et puis, mon père n'était pas du tout sur cette optique-là, quoi. Il a jamais voulu. Et puis voilà, puis finalement, ça s'est fait d'une autre manière. Mais ça s'est fait. Et vous aviez quel âge à l'époque? Ah, mais moi, je pense, à partir de 12, 15, 16 ans, j'avais cette envie d'alpage. Oui, mais quand vous aviez pu... mais après, quand j'ai commencé avec mes brebis, c'était en 2000, 98, 99, j'ai acheté mes premières agnelles. 2000, 2001, mes premières fabrications. C'était... Un peu plus tard. Ouais. Et le conte, c'est venu à quel moment? Le conte est ça venu... Ça a toujours été là aussi, je pense. Oui, il est venu avant, début des années 90, par là, ouais. Avec un copain. C'était parti un petit peu... un très bon copain. On s'était rencontrés dans le milieu du champ, on s'était retrouvés après... c'était aussi quelqu'un qui était passionné par les chevaux aussi. Il avait une jument poulinière, moi aussi. Après, voilà, on s'est retrouvés dans le milieu du théâtre aussi, du théâtre amateur, qu'on a fait aussi quelques fois ensemble. Et puis un jour, il faisait partie de la commission artistique commission culturelle, la société de développement là, des villages du bout du lac de la Gruyère. Ils avaient été écouter un spectacle de conte à Fribourg qui se faisait très très peu à l'époque, c'était pas très courant. Puis voilà, ils en avaient discuté un petit peu l'équipe, ils disaient ouais, on pourrait peut-être une fois engager un conteur ou quelque chose comme ça. Puis lui qui n'était jamais à court d'idées et de créativité, il dit mais on pourrait aussi faire quelque chose nous-mêmes. Et puis il m'en a parlé le lendemain et 3 mois plus tard, on faisait notre premier spectacle de conte de Noël. Voilà. Et puis après, on avait pris des jeunes avec nous, ceux qui jouaient un instrument, ceux qui avaient envie de raconter quelque chose. Puis on faisait ça dans les 3 villages du bout du lac là, de la Gruyère. Et puis voilà, on a commencé à nous demander à gauche, à droite. Et puis voilà, c'est vrai que comment ça m'est venu, je saurais même pas l'expliquer. Bon, le goût des mots, c'est... Le goût de la lecture. Oui, c'est sûr. Quand je raconte une histoire, ça peut être mais n'importe quoi comme histoire. Pendant que je la raconte, pour moi, quelque part, elle est vraie. Mais elle est vraie que le temps que je la raconte. Je ne suis pas si naïf que ça, mais pendant ce temps-là, oui, elle est vraie. Puis c'est peut-être ça qui ressort, peut-être. Ouais, vous vous imprégnez complètement, vous vous mettez dedans. Oui, vraiment. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Je crois que je sais pas si... Je ne sais pas si je suis le seul à le faire ou je sais pas, mais c'est presque tous mes contes, je les raconte au présent. J'aime bien raconter une histoire au présent. Dire là, on peut mettre, voilà, c'était l'époque, tout ça s'est passé. Puis après partir avec le présent. Comme d'habitude à Bulle, trouver des places de parc, c'est la Croix la Bannière. Ah ben là. J'en vois une ici. Ah ouais, il y en a même 2. Ouais, pour utiliser le présent pour être vraiment dans le moment. Voilà, ouais. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Oui. Vous avez froid? Ouais, un petit peu, mais c'est bon, c'est froid. Ouais, volontiers, enchanté. Merci en tout cas. Je vais demander, vous avez lu le livre les rééditions de la Sarine, les légendes gruyériennes de Marie-Alexandre Boisvert? Alors, il est là. Alors, je vous l'emprunte un petit moment. Il y avait un oncle qui venait de temps en temps des fêtes de famille et qui racontait des histoires. Je crois bien que c'est lui qui a dû me donner un petit peu le virus. C'était un très bon conteur. Il l'a jamais su. Il a jamais su qu'il était bon conteur parce que voilà, il racontait ses histoires dans ses fêtes de famille. C'était un frère de ma grand-maman qui était assez rigolo. Et chaque fois quand j'ai commencé à compter, je pense à lui. Donc il doit avoir il y a un lien. Parce que la région de la Gruyère, elle est pleine de légendes. Il y a beaucoup de contes et légendes qui viennent d'ici.
il y a beaucoup de contes et légendes ici. Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? La différence qu'il y a peut-être, c'est que on a la chance d'avoir un ou deux érudits de fin du 19e, début du 20e qui les ont recensés. Il y a des régions qui devaient certainement leur légende, mais qui se sont complètement perdues. Là, il y a eu, entre autres, Marie-Alexandre Beauvais, qui était l'oncle de l'abbé Beauvais, qui était un érudit, qui avait été professeur à l'université à Padoue, en Italie, qui est revenu, qui avait après pris comme profession, on appelait ça le conservateur des hypothèques. Je crois que c'était un petit peu l'ancêtre du registre foncier aujourd'hui. Et il était en contact probablement avec beaucoup de monde et il a eu la bonne idée de répertorier toutes ces légendes qu'il a mis sur le papier. Ce qui était étonnant dans ces légendes, il y avait des petits passages en patois, mais qui étaient devenus illisibles même pour le meilleur des patoisans, parce que le patois était alors une langue vraiment orale, et puis personne n'avait eu l'idée de l'écrire peut-être avant lui. C'est intéressant si on parle du temps et des légendes, parce que le temps leur donne, j'imagine, à chaque fois des couleurs différentes, et les construit. Oui, elle traverse le temps avec des compréhensions différentes, je pense. Je parle souvent, quand j'ai parlé de ça, de ma grand-maman qui était de 1905, qui a vécu une enfance vraiment pauvre. Hein, des fois, je pense à la limite de la misère. Hein, mais enfin, elle habitait le petit village d'Hauteville, pas très loin de chez moi. On allait cueillir des myrtilles en dessus du village après, quand j'étais petit gamin. Puis elle me parlait de ce village et elle me parlait des alpages qu'il y avait. Son père était garde-génisse, berger. Et puis, il y a un chalet tout près de la Béra qui s'appelle la Chupillette et qui raconte une histoire qu'il y avait des sorcières qui se donnaient rendez-vous dans cet endroit. C'est vrai que c'était un chalet qui ressemblait pas aux autres, qui était mal bâti, le pâturage était pas bon, l'herbe n'était pas bonne. Et ma grand-maman me disait, on parlait de ce chalet, elle me disait, ouais, il s'est passé des choses là-bas. Je ne crois pas qu'elle y croyait, mais enfin, elle disait, à tout hasard, peut-être qu'il y a quand même eu quelque chose. Il y avait ce côté. Alors qu'aujourd'hui, quand je raconte la légende de la Chupillette, les gens ils voyaient presque quelque chose d'un peu exotique, je dirais comme ça. C'est vrai. Allez. Voilà. J'ai tout un rapport au temps quand même assez particulier. De 20 à 40 ans, par exemple, j'avais jamais de montre et pas d'agenda. Alors j'avais la réputation d'être jamais à l'heure, ben évidemment j'avais pas l'heure, donc et puis ouais, c'était une chance quand même de pouvoir vivre comme ça. Puis après ben voilà, quand j'ai commencé à aller travailler à l'extérieur comme ça, ben voilà, il fallait commencer à se soumettre à des horaires, donc voilà, ça c'est pas là. Mais après c'est vrai qu'une fois berger, ben j'avais ma radio qui se mettait en route le matin vers 6 heures. Et puis après, ben, la journée passe, c'est rythmé par les bêtes. Voilà. Alors, avec un troupeau de moutons, là où on part tous les jours avec le troupeau pour le faire pâturer, pour que chaque endroit du pâturage, voilà, donc on dirige le troupeau vers les endroits où on veut aller. Puis après, le temps qui passe est énormément dépendant du temps qui fait. Parce que c'est vrai que si vous vous retrouvez sous une pluie battante avec le brouillard, la matinée semble beaucoup plus longue que si c'est un grand beau jour avec une vue magnifique sur les montagnes. Et puis surtout, on a tout le troupeau sous les yeux. C'est ce que les gens oublient souvent. On n'aime pas le brouillard. Pourquoi? Parce que quand on a le brouillard, on voit tout simplement pas les moutons. On entend quelques clochettes, on en voit 4 ou 5, puis on espère que les 580 autres sont pas trop loin, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette petite pointe d'inquiétude, surtout quand j'ai démarré, je me faisais beaucoup de soucis. Je me suis rendu compte qu'effectivement, voilà, il n'y avait pas trop de soucis à se faire par rapport à ça, mais il y avait vraiment ce rapport au temps, et tout d'un coup, je m'étais rendu compte que la matinée était plus ou moins finie, même pas par la course du soleil, mais parce que je voyais que mes brebis avaient arrêté de manger, elles commençaient à se coucher pour ruminer, donc c'est bon. Puis là, ben oui, effectivement, c'était à peu près midi, et puis sans me rendre compte du temps qui passait. Là,
on se rend compte avec les moutons, ils ont une horloge interne qui fonctionne assez bien. Après, ils se posaient de midi à 4 heures, ils se posaient à côté du chalet. Et à partir de 4 heures moins quart, il fallait avoir l'œil dessus parce que tout d'un coup, ils étaient loin. Il n'y avait même pas besoin de... Ils allaient où? Et là, ils repartaient manger. Alors, si je n'étais pas là, ils partaient tout seuls. Donc, ça veut dire qu'il fallait juste avoir l'œil dessus. Là, quand ça arrivait, 3h30, voilà, commencer à mettre les chaussures, tout ça. Puis, des fois, il fallait envoyer un chien pour dire moi, je ne suis pas prêt, attendez encore un petit moment, quoi. et puis, c'était reparti jusque vers 7h30, 8h le soir. Et là, la même chose. Et la pâture jusqu'à 7h30, 8h moins quart. Tout d'un coup, il y a les brebis qui commencent à se coucher. Bon, on va les conduire au parc de nuit parce qu'on les ferme dans un parc électrifié qu'on déplace dans le pâturage. Et elles rentrent dans le parc. Et des fois, le temps de fermer le parc, il y a déjà la moitié des moutons qui sont couchés. Ils sont rentrés. C'est bon, ils savent qu'ils vont passer la nuit là. Et, ils se couchent. Ce côté est tellement paisible et qui fait que qu'on voit pas le temps passer, quoi. Il y a quelque chose de très serein dans ces moments-là. Je profite de cette expression qu'on ne voit pas le temps passer pour vous poser la question, du coup, est-ce que le temps passe? Il semblerait qu'il passe. Quand, quand on vient de passer le nouvel an, on dit oui, effectivement, il y a une année qui s'est passée, mais est-ce qu'il existe? C'est des moments qui s'additionnent à d'autres moments. Puis, voilà, après, est-ce qu'il existe? Il existe parce qu'il passe, je sais pas. Non, j'ai pas tellement j'ai pas une réponse claire là par rapport à ça. Il n'y a pas besoin. Non, c'est dans votre ressenti. Pour certaines personnes, c'est évident, pour d'autres, un peu moins. Pour d'autres, c'est très flou. Oui, alors chez moi, c'est très flou, oui, vraiment. Et des fois, je me réveillais le matin, puis je dis, mais tiens, c'est déjà le matin, puis le lendemain, je me dis, mais oui, il y a nous 24 heures qui sont écoulées, puis il semble que c'est quelque chose d'assez, au début, qui, je dirais presque d'un peu troublant, cette espèce d'intemporalité dégage, en tout cas chez moi, dégageait une grande sérénité, une grande paix intérieure. Il n'y avait pas de contingence. Je ressentais plus de contingence liée au temps, je dirais, voilà. Lorsqu'il disparaissait. Oui, j'ai l'impression que là, le temps n'existe pas, là, en tout cas. Après, c'est vrai que sitôt qu'on revient dans la civilisation, voilà, on est vite de nouveau confronté au temps qui passe, aux heures, à une horloge, à une montre, à un rendez-vous, à une chose qui disparaît complètement comme berger. Et par rapport à toutes ces expériences, comment est-ce que vous appréhendez la question du passé, celle du présent, on en a déjà un petit peu parlé, et celle du futur? Le passé est en moi maintenant. Le passé est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est inscrit à quelque part au fond de ma mémoire. Donc il est là, donc il est présent. Il y a une période où j'ai recherché le moment présent sans trop. Le passé est passé et le futur n'est pas encore là. Donc c'est bel et bien ce moment-là qu'il faut vivre. C'est pas les autres. Mais il n'y a pas longtemps, à Nouvel An, je m'étais retrouvé avec des amis. Puis, le soir, je dis, quels sont tes projets pour le futur? Mais j'ai dit, d'ici 1h30, je pense qu'on ira au lit, puis après on verra, quoi. Voilà. Je ne dis pas que j'arrive à être toujours dans cet état-là, mais quand je suis bien là-dedans, je suis bien avec moi-même. Voilà. Tout d'un coup, le temps n'existe pas, peut-être quand même. Ouais. Dans le présent. J'ai une grande chance d'avoir aussi avec ma vie que j'ai pratiquée, pouvoir être là-dedans. Je peux imaginer qu'un employé, qu'un ouvrier, il est quand même terriblement tenu par les contingences du temps. Ça peut être
soit son avancement dans sa carrière, ça peut être. Alors que moi, j'ai jamais eu de grands projets à long terme. Les choses sont venues. Je me suis rendu compte aussi une période quand j'ai commencé à me poser plein de questions. Ben, c'est vraiment à partir de 40 ans, quand voilà, suite à séparation, divorce, dépression. Puis là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et puis, j'étais parti dans une thérapie. J'avais eu la chance de rencontrer une thérapeute qui m'avait vraiment beaucoup aidé du moment présent. Et en étant dans cette recherche, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est ouvert aux coïncidences. Mais des fois, il lui dit penser à un truc, rêver un truc, et puis quelques jours après, il y a le truc qui se présente. Ça peut être une demande pour participer à un spectacle, ça peut être pour une place de travail, ça peut être pour plein de choses. Et c'est vrai que ça fait des fois presque un peu rager ma compagne, qui est aussi dans le monde artistique, et me dit, mais toi, quand tu penses à quelque chose, puis ça arrive. Mais c'est vrai que j'ai la chance de vivre ça. Alors, c'est sûr que pour énormément de monde, je pense quand même un peu pour un farfelu, c'est sûr. Que, avec Farfelu, l'administration, par exemple, Ah oui. quand tu es là, ils ont des cases à remplir, puis je rentre pas dans toutes les cases, mais voilà. Il y a eu une période où ça aurait pu même me faire monter les tours. Puis à présent, voilà, ça me fait plutôt rire, quoi. Mais c'est vrai que. Alors, c'est quelque chose aussi que matériellement, c'était une grande liberté que j'ai payé cher, en ce sens que, oui, j'ai jamais eu de gros salaire, je m'en suis toujours plus ou moins contenté. Et puis, voilà, mais après, quand il faut aller expliquer ça à une administration, c'est compliqué. Est-ce que le temps, c'est de l'argent, c'est ça? Ah ben, visiblement, je pense que pour quelqu'un qui s'occupe à récolter les impôts, ça doit vraiment être ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. L'argent fausse le temps. Et l'argent nous fait nous projeter dans le temps. À partir du moment où on ne se fait pas trop de soucis d'argent, on n'a plus trop de soucis avec le temps non plus. Si vous deviez dessiner le temps ou le représenter de manière visuelle, comment est-ce que vous le représenteriez? Si je savais dessiner, je dessinerais du vent. Quelque chose qui est en mouvement. Le vent passe sur la montagne, mais la montagne reste là. C'était La Quatrième Dimension, un podcast réalisé par moi-même et produit par Reportage. Vous pouvez retrouver cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à lui mettre plein d'étoiles, à laisser votre commentaire et à le partager avec votre réseau. Et vous, comment est-ce que vous dessineriez le temps? Pour le prochain et dernier épisode, j'aimerais faire une grande fresque avec toutes vos représentations. Vous pouvez me les envoyer par message audio sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de La Quatrième Dimension grâce au hashtag 4D Podcast ou en tapant 4e avec le chiffre 4 et un petit E. Merci à Meg Chicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique du générique, merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour le soutien, merci à vous d'être là et à bientôt dans La Quatrième Dimension. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le chalet de la Chupillette, oui, oui. Alors, c'était deux solides gaillards du village de Trévaux qui se retrouvent là-bas, dans ce chalet. Tous ceux qui ont dû faire du feu dans ce chalet vous le confirmeront. La fumée préfère remplir la pièce et sortir par les fentes du chalet plutôt que par la cheminée. Et il se raconte surtout que c'est le rendez-vous des sorcières, la chette, on appelait ça, c'était ces lieux où les sorcières se rencontraient avant d'aller commettre leurs méfaits. Donc voilà, nos deux gaillards qui sont dans ce chalet à se frotter les yeux rougis par la fumée et à se raconter ces histoires auxquelles ils ne croyaient plus du tout, mais tout d'un coup ils entendent du bruit sur le toit du chalet. Effectivement, ils s'aperçoivent que les sorcières sont là, sur le toit du chalet, c'est là qu'elles dansent autour d'un feu, parce qu'elles aiment bien danser autour d'un feu, elles ne détestent pas moins la fumée, puis elles préfèrent aller tenir leur rendez-vous sur le toit du chalet plutôt qu'à l'intérieur. Et surtout, nos deux gaillards sont surpris de reconnaître la voix de quelques-unes de ces femmes qui pensaient que ces sorcières pouvaient être que des Kreutzerou. C'était les habitants du Gugisberg bernois,
Ben non, ils reconnaissaient des voix des femmes de leur village et des villages alentours. Ils s'imaginaient déjà ces femmes profitant du sommeil de leur mari pour enfourcher leur meilleur balai, s'en aller par là, la grande cheminée. Puis voilà, ils passent une nuit d'enfer, c'est le cas de le dire. Ils finissent par se dormir sur la table parce qu'ils n'osent pas aller dormir droit sous le toit si les sorcières auraient l'idée de revenir. Et quand un des deux se réveille, il voit qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le chalet, qui va pour se rouler dans la cendre encore chaude. Il me dit, mais ça peut être que le diable. Il prend un morceau de bois, il assomme le diable, et puis en fait, il s'aperçoit que c'est pas un diable, c'est le blaireau qui était venu se réfugier. Enfin,